Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous tendons le micro à Monsieur Issa Chemandjara, administrateur civil à la retraite, expert électoral et ancien directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Avec lui, nous allons comprendre comment les fonctionnaires déconcentrés, cités dans la charte comme acteurs essentiels de la gouvernance locale et de la refondation de l'État, peuvent redonner confiance aux populations et rendre visible l'action publique sur tous les territoires. Cet échange s'inscrit dans la campagne de vulgarisation menée par le groupe Renaissance en partenariat avec Journalistes pour les droits humains JDH pour promouvoir les dispositions de la charte et renforcer l'appropriation citoyenne. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ceci dit, selon les articles 11 et 12 de la charte, chaque citoyen doit bénéficier d'une présence effective de l'État. Concrètement, que signifie être fonctionnaire déconcentré dans ce cadre-là? Juste, il faut voir dans quel esprit cette charte a été conçue. C'est dans un contexte où il y avait une rupture de confiance entre les citoyens et leur État. On estimait que l'État n'est pas suffisamment proche des citoyens à cause de la situation d'insécurité créée. Quand on parle de citoyens qui doivent bénéficier de la présence de l'État, c'est juste une façon de dire que lorsqu'il y a un fonctionnaire quelque part, il faut que le fonctionnaire se sente représentant de l'État en tout lieu et en toutes circonstances. Il doit être à égale distance de tous les citoyens, être prêt à égale prestation pour tous les citoyens. Simplement rassurer la communauté au sein de laquelle il se trouve. Il doit incarner l'État par ses comportements, être juste, loyal et équitable vis-à-vis de ses concitoyens. Justement, en quoi le rôle d'un fonctionnaire déconcentré diffère-t-il de celui des élus locaux ou des agents des collectivités territoriales, notamment au regard des missions de service public et de cohésion nationale prévues dans la charte? Oui, d'abord, qu'on soit fonctionnaire de l'État ou qu'on soit fonctionnaire des collectivités ou qu'on soit un élu local, tout cela doit contribuer à la recherche, au maintien du bien-être de la communauté au sein de laquelle on se trouve. C'est déjà un point commun à l'ensemble de ces agents que vous avez désignés. Mais pour les collectivités, ça veut dire qu'au niveau d'une communauté donnée, quand vous êtes fonctionnaire, vous devez vous dire, je suis venu représenter l'État, je vois quelles sont les règles fixées par l'État qu'on doit faire respecter, quels sont les apports que l'État est tenté de faire vis-à-vis de ces populations que je dois assurer, mais quelles sont aussi les limites que les collectivités ou que les citoyens ne devraient pas dépasser pour nuire aux intérêts généraux de l'ensemble des citoyens. Le fonctionnaire, il est là, il représente la communauté nationale. Il est là pour constater, pour appuyer ces collectivités aux besoins, assurer cette tutelle, faire en sorte que l'erreur ne soit pas commise par ces collectivités. Donc il y a plutôt une question de complémentarité à observer au lieu d'une question de conflit d'intérêts ou de rivalité. Alors, dans votre zone d'intervention, quels sont les défis majeurs liés à la présence ou à l'absence de l'État? Oui, quand j'étais encore en fonction, la présence de l'État devait constituer une certaine assurance pour les communautés au sein desquelles se trouvait le représentant de l'État. Le premier défi à relever, être exemplaire dans ce que l'on fait, savoir que à travers vous, on voit l'État. Donc l'image que vous dégagez de par votre comportement quotidien doit être une image respectable et faire en sorte aussi que quand vous intervenez au nom de l'État, ce que vous dites soit respecté parce que simplement vous-même, vous incarnez le respect, vous incarnez l'État. Comment les populations perçoivent-elles aujourd'hui l'État dans les zones reculées ou faiblement dotées en structures institutionnelles? Oui, c'est vrai que, comme on vient de le dire, la présence de l'État devrait être déjà une certaine caution
d'assurance pour ces communautés. Donc à l'inverse, quand l'État n'est pas là, quand les fonctionnaires ne sont pas là, il y a un sentiment déjà d'insécurité, d'insuffisance de protection, parce qu'on voit que celui qui peut faire le lien entre la communauté et les autorités supérieures qui ont plus de moyens, celui-là, il est absent, qui est porte-parole, qui peut être au premier plan pour nous servir d'espoir, l'espérance fondée sur la présence de quelqu'un qui peut porter la parole de la communauté à sa hiérarchie. Donc c'est ça le sentiment qui anime beaucoup de nos communautés qui se trouvent dans une situation quelque peu déshéritée. Mais en réalité, l'État, comme je l'ai dit, même à travers un chef de village, un chef de fraction, un chef de quartier, doit être senti présent. Parce qu'il s'agit pour cette autorité de s'assumer, de donner les garanties et d'informer à temps sa hiérarchie. Quelles actions concrètes avez-vous menées pour restaurer la confiance des populations? D'abord, il faut se dire que quand on est représentant de l'État, il faut savoir comment se présente la communauté au sein de laquelle on est présent. Il faut connaître la mentalité avant d'agir. Il faut communiquer aussi avec d'autres autorités. Et plus souvent, les autorités coutumières, les autorités villageoises doivent être votre support au plus près des populations, qu'il y ait la communication entre vous et ces autorités. Et l'action concrète que vous pouvez apporter, c'est lorsque les besoins dépassent le niveau d'intervention des élus locaux, des responsables communaux, que vous devez intervenir pour appuyer à travers votre présence, que vous devez donner des conseils concrètement. Et vous pouvez également rapporter à votre hiérarchie les insuffisances qui sont là et qui méritent d'être comblées de par l'apport de l'État. Donc vous êtes là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas une atmosphère d'inquiétude permanente pour les populations. Si nous abordons l'article 37 de la charte, elle insiste sur la gouvernance locale. Pouvez-vous partager un cas où l'action d'un service déconcentré a changé positivement la vie d'une communauté? Imaginez simplement une localité où il n'y a aucune infrastructure au départ, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Le jour où on va dire qu'on va ouvrir une école dans cette localité, je suppose que ça va être la fête à ce niveau-là. Aussi, on disait qu'on va implanter un dispensaire. Aujourd'hui, on parle de CESCOM qui va regrouper un ensemble de villages. Le simple fait qu'il y ait cet investissement va faire que les communautés adhèrent à la politique de l'État parce que l'argent qui va venir sera un tout pour eux. Les villageois, pour un problème administratif quelconque, ils vont s'adresser, par exemple, à l'enseignant pour demander conseil. Leur comportement vis-à-vis de l'État va changer du fait qu'il y a un fonctionnaire de l'État qui est là, que ce soit au nom de l'école ou que ce soit au nom de la santé. L'implantation de cette infrastructure va faire que, oui, les populations changent de comportement, d'abord entre elles-mêmes, ensuite, la confiance aussi pourra naître entre ce village, cette localité et l'État à travers les fonctionnaires qui sont présents. Quels sont les principaux obstacles à rencontrer dans votre mission et comment y faire face? Ce que je vais vous dire va vous amuser un peu. À tout début, j'étais à Gundam, chef d'arrondissement central. Imaginez que même au niveau du cercle, on manquait de papier, tout simplement du papier. Nous utilisions les enveloppes dans lesquelles on recevait les courriers venant du niveau régional ou du niveau national. On utilisait ces enveloppes-là comme brouillon pour écrire. Nous sommes passés par cette phase tant les moyens financiers, matériels manquaient. On a encore des témoins vivants de cela. Je veux citer M. Sidi Traoré, ancien directeur national de la fonction publique, j'étais avec lui à Gundam. On a travaillé dans des conditions particulièrement difficiles. Et comprenez que même pour les déplacements, il n'y avait pas de moyens. En tant que chef d'arrondissement, quand vous devriez vous déplacer pour aller dans un campement, très souvent, c'est le chef de fraction qui envoyait des chameaux
et vous montez un chameau pour rejoindre le campement, pour le recouvrement et toutes les activités que vous devez faire en direction de ces fractions. On est passé par cela. Donc, vous voyez que ce n'était pas facile en termes de moyens. En termes de ressources humaines, prenez un arrondissement, il avait tout au plus un secrétaire et un agent de la garde nationale comme agent de sécurité. Vous voyez que par rapport au volume de travail qu'on attend de vous, c'est nettement insuffisant, surtout dans le contexte actuel. Aujourd'hui, peut-être que jusqu'au niveau cercle, on est un peu nanti, mais prenez un cercle dans les années 80, pour l'ensemble du cercle, le crédit de fonctionnement par trimestre, c'était 150 000 francs par trimestre, le cercle et tous les arrondissements. Donc vous voyez que les moyens n'ont pas suffi. Certainement que tout ceci nécessite une collaboration collective. Alors, quel type de collaboration entretenez-vous avec les légitimités traditionnelles, les élus locaux et la société civile pour incarner un État proche, accessible et crédible? Oui, la première des choses, c'est que quand vous venez comme administrateur, votre première référence, c'est le répertoire des personnalités influentes qui était dressé, qui vous permettait de savoir, oui, en plus d'un chef de village dans une localité, il y a peut-être un guérisseur qui a une personnalité influente, il y a tel chasseur qui est bien connu, ainsi de suite. On dit en quoi la personnalité peut rayonner sur la communauté. Vous avez ce répertoire, c'est ça votre tremplin à partir duquel vous allez vous organiser pour administrer. Les élus locaux, oui, au début, malheureusement pour notre politique de décentralisation, les élus locaux sont venus dans les années 96-99 avec une position d'attaque frontale contre le représentant de l'État. Ils sont venus sur fond de rivalité, d'adversité. Dans le texte, on a consacré le fait que la réalité du pouvoir était entre les mains des élus locaux et que le représentant de l'État était là pour observer et n'avait aucun pouvoir. C'est malheureusement ce faux départ qui s'est déteint sur le comportement aussi des élus locaux et qui a aussi joué sur les relations entre ces élus locaux et les représentants de l'État. Quant aux organisations de la société civile, le jeu politique a fait que ces organisations, au départ de bonne foi, étaient là pour montrer qu'elles ne cherchent pas le pouvoir, elles sont là pour aider au développement, pour appuyer, mais malheureusement le jeu politique a fait que ces hommes politiques sont allés vers toutes ces organisations et essayer de leur donner une certaine connotation, les avoir sous leur aisselle pour appuyer leur conquête de pouvoir. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens pour qu'ils contribuent à redonner un visage humain et positif à un État dans leur localité? Le premier message, c'est d'abord que le citoyen lui-même se dise quelque part, il incarne l'État dans la sphère où il doit rayonner. Qu'est-ce que l'État a dit de faire? Qu'est-ce que l'État a dit de ne pas faire? Qu'est-ce que le chef de village a dit ou le chef de quartier a dit de faire ou de ne pas faire? Donc ta citoyenneté passe par l'observation de ces principes. Le citoyen, il doit se dire, je suis dans une communauté et son réflexe doit être, qu'est-ce que je peux faire pour que cette communauté rayonne? Le représentant de l'État, l'élu local, le message qu'il dit, est-ce que je l'écoute avec attention? On doit pouvoir se dire à tout moment qu'il y a un comportement exemplaire qu'il faut donner. Et qu'ensemble, les citoyens doivent former un tout. Les représentants de l'État ou les élus locaux sont là pour mettre en cohérence les œuvres que les uns et les autres font pour faciliter la vie en communauté. Si chaque citoyen savait que son premier responsable, c'est son chef de quartier, son chef de village ou de fraction, à qui il doit rapporter son problème, avant de s'adresser au niveau national, cela amènerait ces autorités de proximité à s'assumer. Un mot également aux fonctionnaires qui hésitent parfois à accepter ou à rester en poste dans ces zones dites oubliées, mais stratégiques pour l'unité nationale. Là encore, je vais vous parler d'un vécu. J'étais encore dans la région de Mopti, conseiller du gouverneur. En 2006, on est allé en mission avec le gouverneur dans l'arrondissement de Ningari. Il y avait un conflit entre deux villages, Sougui et Donou.
par rapport à la gestion des terres. Une décision de justice rendue, et à l'approche de l'hivernage, on a pris au niveau de la région une décision pour dire, bon, en attendant, puisque la décision de justice a demandé que les populations continuent d'exploiter les terres qu'elles avaient, à l'approche de l'hivernage, nous devrions aller leur expliquer qu'effectivement, il faut respecter le statu quo, permettre à tout le monde de cultiver. Cette décision qu'on a prise et qu'on a notifiée, on est allé sur les lieux, qu'est-ce qu'on trouve? Des villageois qui nous prennent en otage pour dire il faut revenir sur cette décision, sinon vous n'allez pas quitter. Le gouverneur et nous, toute la délégation est prise en otage. Alors, imaginez dans ce contexte, un officier d'un corps dont je vais taire le nom, il vient me voir, il me dit, mais conseiller, est-ce que vous ne pouvez pas dire au gouverneur de dire à la population qu'on est d'accord de revenir sur la décision, nous allons repartir à Mopti et peut-être nous préparer à revenir. Je lui ai dit, mais vous me voyez, moi, en tant que représentant de l'État, baisser la tête devant les populations parce que je suis menacé. L'image de l'État, moi, je dois la préserver en tout lieu et en toutes circonstances. Jamais je ne le ferai. S'ils doivent nous tuer, ils vont nous tuer ici. Donc, vous voyez déjà, à ce niveau, quand le représentant de l'État faillit, c'est l'image de l'État qui est ternie. Et c'est ce qui peut encourager les populations toujours à agresser l'État, à avoir des comportements de violence vis-à-vis de l'État en se disant quand on va agir avec violence, l'État va reculer. Et le fonctionnaire doit se dire si je meurs dans ma fonction, d'autres sont morts avant moi. L'essentiel est que je me dise c'est une cause pour laquelle je dois me battre. Comme on le dit, les causes pour lesquelles l'on doit accepter de mourir sont celles qui ne disparaissent pas. L'État ne disparaîtra pas. Il faut accepter, s'assumer, dire que vous incarnez l'État, vous devez être en tout lieu, en toutes circonstances, à l'image de l'État. Quelles que soient les circonstances, il faut trouver le réflexe, le moyen de faire en sorte que la bonne image de l'État soit préservée. Merci beaucoup, Monsieur Issa Tchemandjara, pour tous ces éclairages. Comme le souligne la Charte nationale, l'État ne se limite pas à des institutions, c'est aussi une présence humaine qui garantit l'égalité, la justice et la cohésion sociale. Cet entretien réalisé dans le cadre du partenariat Groupe Renaissance JDH met en lumière l'importance des fonctionnaires déconcentrés pour un Mali fort, uni et proche de ses citoyens. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur le groupe Renaissance.